Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un qui m'est cher. C'est son anniversaire. Enfin, ça devrait l'être, mais c'est simplement qu'il n'est plus présent physiquement, mais très présent énergétiquement. C'est quelqu'un à qui je veux rendre hommage parce qu'en quittant ce monde, c'est la seule fois où il m'a dit « J'ai confiance en toi, ma fille ». C'est mon père. Mon père, en ce 4 juin, aurait 90 ans puisqu'il est né en 1930. Et je voudrais parler de lui, de l'homme qu'il était. Il était plein de courage, c'était donc un Gémeaux, avec une personnalité à part. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre et à l'aimer tel qu'il était. C'est grâce à lui si je suis devenue styliste. Il avait cette faculté à trouver. Il travaillait dans la mode, c'était un fabricant de vêtements et il était le meilleur pour trouver les gens à la pointe, comme Jean-Charles de Castelbajac, que j'ai eu l'occasion de connaître lorsque j'avais 12 ans, et c'est ainsi que j'ai voulu être styliste. J'étais pas une bosseuse, je pensais que m'amuser, j'étais un peu à son image, très extravagante, petite. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé avec lui. Et j'ai donc aussi connu Marité et François Gerbeau, j'ai travaillé à leur côté. Et grâce à tout ce petit monde, j'ai eu de quoi être inspirée. Alors on va commencer par le début, si vous le voulez bien. J'ai donc été d'abord styliste. Styliste, vous verrez peut-être des parutions que j'ai eues en tant que styliste. Alors c'était d'abord voilà, dans les vêtements de ski, j'ai eu ma propre collection. Puis après, j'ai gagné un concours qui s'appelait la combinaison de l'an futuriste, de l'an 2000. Et en fait, je concourais avec V2V, Skimer, Chantal Thomas, tout ça. Et quand ma combinaison est partie de l'usine, parce que j'avais bien déliré, j'avais été voir des garagistes, voilà, la voilà ici. Et pour faire des tubineaux, pour avoir des tubineaux, faire des sacs de survie, enfin voilà, j'ai imaginé un truc complètement dingue. Et on était sortis en page de couverture de certains magazines devant toutes ces marques, alors que mon père me disait « mais ma pauvre fille, t'arriveras jamais à rien », parce que j'étais trop extravagante. D'ailleurs, il me disait toujours « mais t'es trop en avance sur ton temps, tu te rends pas compte, c'est du délire, toi il faudrait que je te mette à l'école Berceau où on faisait des costumes de théâtre », et grâce à ça aussi j'ai gagné certains concours. Mais je ne pouvais pas rentrer dans ces écoles-là vu que je n'avais pas eu mon bac. Bref, c'est toujours en hommage à lui, donc je fais référence à tout ce passé. Après, j'ai fait des costumes de scène pour un danseur qui s'appelait Hugo Verrecchia et sa troupe. Puis voilà, on a fait une autre marque qui était la mienne. Et bref, avec le temps, j'ai avancé, voilà
les costumes que je faisais pour la scène parce que j'étais aussi chanteuse. J'ai été chanteuse dans mes années où j'étais à Paris. J'avais enregistré au Studio des Dames et malheureusement, Barclay Phonogram voulait me prendre sans le groupe et je ne voulais pas être la marionnette de ces maisons d'édition. Je suis un peu rebelle, comme on a pu le voir. Alors, j'ai continué mon chemin. Le groupe s'est dissous, mais j'ai continué à ma manière. Je suis ensuite partie au Club Med. Au Club Med, je voulais être costumière, mais ils ne voulaient pas de moi. Ils m'ont laissé 1 heure. Enfin, ils ne voulaient pas de moi. J'ai passé les entretiens. En anglais, j'étais moyenne, mais ça allait. Je suis arrivée devant la machine à coudre pour faire une manche ballon et là je leur ai dit non mais attendez, habituellement moi j'avais des modélistes qui travaillaient pour moi je n'étais que styliste et à partir de ce moment-là ils m'ont dit non mais on peut pas vous garder en tant que costumière, donc je savais plus quoi faire. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous savez faire d'autre? Alors je savais chanter et tout ce qui était animation ça allait. Et il m'a dit mais vous savez pas peindre? Je dis bah, oui un petit peu. Donc ils m'ont envoyé faire un stage de peinture sur soie à Marbella. Et à partir de là, bah non, c'était pas le top. J'étais pas très douée, on va dire, pour ce genre de peinture. Je faisais des gros plâtras sur la soie. Alors, eh bien, j'ai décidé de me mettre à faire des bijoux. Et voilà le genre de bijoux que j'ai fait. Donc j'ai été prise au Club Med pour être aux arts appliqués. Vous voyez, le soutien-gorge en perles. Voilà, je faisais des tas de choses comme ça. Et ça, c'était top. Donc bien sûr, là-bas, j'ai fait de la scène, j'ai continué à chanter et danser et faire tout ce que j'aime. Ça fait partie des nombreuses palettes que j'aime exploiter. Et puis ensuite, je me suis mise à écrire. J'ai écrit 2 recueils illustrés, des recueils de poèmes. J'ai eu des notes de lecture très bonnes pour le faire. J'ai eu les écrits des éditions, les notes de lecture des éditions Saint-Germain-des-Prés et puis le Cherche-Midi éditeur également. Et puis ça n'avait pas pu se faire parce qu'en fait j'avais l'impression que c'était plus à compte d'auteur qui nous demandait de le faire, mais de trouver des souscripteurs. Donc je me suis dit tant qu'à faire, le jour où j'ai envie de le faire, je le ferai moi. Et puis j'ai continué, toujours grâce à mon père. Pourquoi grâce? Parce qu'en fait à un moment, je lui ai demandé de me lâcher la main. Je lui ai dit lâche-moi, il y a un moment il faut que je le fasse seule. Et c'est quand je fais seule que je sais le mieux me débrouiller. C'est pour ça que je vous invite à vous écouter. Et là encore, lorsque j'ai voulu faire mon jeu, on arrive à ça, hein, parce que bien sûr j'ai fait une exposition de peinture. J'ai créé d'abord le nom Alias Kay. C'était en 1997, juste à l'aube de la création des 77. Et ce jour-là, j'ai décidé de m'appeler Alias Kay. C'était une recherche numérologique voulue. À peine je me suis engagée là-dedans, j'ai fait un concours, j'ai participé à un concours de peinture. Le concours de peinture, je suis sortie prix master. C'était des choses très figuratives, comme je savais faire à l'époque. Aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Voilà. C'était un tableau qui faisait plus de 2 mètres. Et puis, voilà ceux qui sont en dessous. Et je suis donc arrivée 10e sur 150 participants. Mon père m'avait aidé bien sûr à ce que je puisse y participer parce que c'était à Bâle en Suisse. Voilà, à la suite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mon père un petit peu d'argent pour créer mon jeu. Et je lui ai dit, papa, s'il te plaît,
je voudrais créer ce jeu. Et pourquoi il m'a écouté? Parce qu'en fait, il y avait un magnétiseur à l'époque qui soignait ma mère de son cancer. Enfin, qui soignait, disons, qui apaisait ses douleurs, puisqu'elle était quand même, elle avait 3 cancers, elle avait un cancer cérébral à ce moment-là. Et quand le magnétiseur a vu mon jeu, il m'a dit, mais Katia, ce jeu, il est extraordinaire, il faut impérativement que tu le fasses fabriquer. Et lui m'avait dit qu'il en prendrait 500, moi je devais en prendre 500, donc j'en avais fait fabriquer 1000 exemplaires. C'était à l'aube du décès de ma maman, puisqu'elle est partie en janvier 2006 et le jeu est arrivé en 2005. J'avais donc 1000 exemplaires. En un an, cette année-là, 2006, j'ai vendu seulement 100 exemplaires à 1,50 € le jeu, parce que c'était DG Diffusion qui le distribuait, ils se gardaient 40%. Et au bout d'un moment, je dis, bon, non, hein, je vais arrêter, j'arrête les frais, là, ça sert à rien du tout. Donc, je les ai gardés. Et ce 77 est arrivé au moment, et là, je parle encore d'une date anniversaire, c'est je rends hommage à mon maître spirituel. D'abord, je voudrais vous présenter mon père lorsqu'il était au milieu de ses stylistes. C'était un mec plein de vie, un peu dingue des fois, et il pouvait me faire honte, mais il est là, toujours là aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il est là? Il est là parce que je suis retournée, j'ai pris refuge de nouveau. Il y a 20 ans de ça, j'étais rentrée chez les bouddhistes. C'était en 97, au moment où j'ai créé le jeu aussi. C'était en même temps. C'est-à-dire que je suis rentrée chez les bouddhistes et j'ai créé ce jeu. Vous vous rendrez compte que dans le livret, il y a le mantra Om Mani Padme Hum. Et cette voix, je l'ai en moi, je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être d'ancestral qui est marqué. Et puis, ça s'est arrêté, mon fils est arrivé au monde. J'ai continué un peu la méditation, mais pas assez. Et les années sont passées jusqu'à ce que mon fils ait 18 ans. Et là, j'ai voulu retourner dans la voie bouddhiste. Et je cherchais, là j'ai eu des signes incroyables. C'est-à-dire que j'avais envie de reprendre la méditation et j'avais plusieurs prospectus qui venaient dans ma boîte aux lettres se poser, ou alors j'étais au supermarché et encore une fois il y avait cette adresse de centre bouddhiste dans lequel je pouvais aller méditer. Et puis je suis allée voir ce que c'était que cette lignée, je suis allée voir sur internet, sur YouTube, et là j'ai vu quoi? J'ai vu des gens avec le sourire, avec une sérénité incroyable. Et j'avais envie de tenter l'expérience, partir en voyage. Je suis donc partie à Manjushri, dans le nord de l'Angleterre, pour une dizaine de jours. Et voyager sans parler pratiquement l'anglais. J'avais 4 changements. Je ne connaissais pas l'endroit. Et je ne savais pas qu'il allait pleuvoir puisque c'était l'été. Et j'ai pris une tente, une toute petite tente que je ne savais, enfin j'avais jamais fait ça, hein. J'avais jamais pris la tente et voilà, pendant 10 jours j'ai dormi sous la tente, sous la pluie, et j'avais le ciel avec moi. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai voulu rentrer chez les bouddhistes et que j'ai voulu reprendre refuge, je suis d'abord allée à l'endroit où il donnait les méditations. Sauf que je ne savais pas où c'était, j'avais pas de GPS sur mon téléphone. Alors, j'ai garé ma voiture un jour où j'emmenais une des personnes que je coachais en gym. Je l'ai ramenée chez elle et je me suis dit, tiens, je profite de passer par cet endroit-là pour voir où est exactement. Donc, je me suis posée et je me suis garée exactement en face de la rue où était le centre de méditation. Là, c'était un vrai signe. Je me suis dit, c'est fou. Il est 4 heures de l'après-midi. Ça m'étonnerait que le centre soit ouvert, mais on va aller voir quand même. Et le centre était ouvert. J'ai été accueillie à bras ouverts. Et en très peu de temps,
j'ai bâclé mon voyage. Ils m'ont dit que je pouvais y aller, que c'était encore temps de s'inscrire. Et je suis donc partie en Angleterre. Mais juste avant, j'ai eu cette chance de pouvoir reprendre refuge, c'est-à-dire prendre refuge dans les 3 joyaux qui sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Le Bouddha, c'est l'être suprême en lequel vous croyez, qui peut être en vous, mais qui peut être aussi extérieur, comme tous vos guides qui vous emmènent jusque-là. Le Dharma, c'est les enseignements du Bouddha, mais c'est aussi les enseignements de la vie, de ce que vous rencontrez dans votre vie et qui fait votre propre construction. Et la Sangha, c'est la communauté. Alors, la communauté bouddhiste, la communauté qui vous est la plus proche. Et ce jour-là, ils m'ont proposé de reprendre refuge le 4 juin. Le 4 juin, c'est aujourd'hui, c'est donc encore un bel anniversaire. Et en hommage à mon père, je me suis dit, ah là, super, je vais prendre refuge le 4 juin. Un an plus tard, j'apprenais que le 4 juin est aussi l'anniversaire du maître spirituel, vénérable Geshe Gelsen Katso, qui est le maître spirituel des Kadampa. Pour moi, c'est mes deux pères spirituels. Il m'a fait comprendre encore mieux ce qu'était le bouddhisme. Et puis petit à petit, je l'ai dans mon cœur, mais j'ai avancé à ma manière, toujours en rebelle que je suis. Mais je les porte en mon cœur, ils sont là bien sûr, et mon père est encore là aujourd'hui. L'année dernière, pour la dernière petite anecdote, alors je sais pas, je passe en même temps, je parle de moments où j'ai chanté, des moments où j'ai exposé encore derrière, où j'ai eu des articles dans la presse grâce au 77. Bref, en 2016, je suis donc retournée dans la voie. J'ai commencé à contacter des personnes sur YouTube qui étaient collectionneuses, comme Claire de la Lune. Petit à petit, j'ai connu Solveig, j'ai connu tous ces gens-là. Et c'était pendant ce retour vers les Kadampa. Je me souviens avoir donné, vous savez, on fait des offrandes à l'autel, au Bouddha, et j'avais fait des offrandes du jeu, comme j'ai pu en faire en les distribuant, les donnant aux collectionneuses au début, en me disant, bon allez, je me lance de cette manière-là. Et j'ai eu de très très jolies surprises depuis. Les 77 en sont aux 3000 exemplaires. Puisque, oui, c'est ça, on en a vendu déjà 3000. Maintenant, l'autre édition devrait arriver. Et ce que j'aimerais encore préciser, c'est tout ce chemin parcouru avec 1000 guides, mon père au-dessus de moi, puisqu'il m'a quitté il n'y a pas si longtemps, en me disant enfin je crois en toi ma fille. Et depuis ce jour-là, eh bien il est toujours là, toujours. Aujourd'hui, donc je fête l'anniversaire de mes maîtres, de mes pères spirituels et de sang. Je fête aussi l'anniversaire de l'emploi qu'a trouvé mon fils l'année dernière. Car, vous savez, on dit souvent, dédicace tes joies à plus haut que toi, à plus grand que toi. Et l'année dernière, mon fils était en panne, il n'avait pas de boulot, enfin bref. Et mon père avait une cantine, entre guillemets. Il allait souvent manger à la brasserie de l'Ouest, c'est une brasserie de chez Paul Bocuse. Et il allait toujours là-bas. Et ce jour-là, j'ai rassemblé mes frères pour qu'on aille manger à cette cantine en souvenir de mon père. Et puis,
J'ai dit à Pablo, écoute, toutes les recherches d'emploi que tu feras aujourd'hui, avant ce soir, ce qui serait bien, c'est que tu les dédicaces à ton grand-père pour que, voilà, on ne sait jamais, qu'il t'entende, je sais qu'il est là, tu seras exaucé, quelles qu'en soient les retombées de tes recherches. Et le soir, donc, nous sommes allés manger. Mes frères vont plus souvent là-bas encore, dans cet endroit, manger que moi. Moi, j'y vais très rarement. Et mon frère a demandé à l'un des directeurs savoir s'il n'y avait pas... et s'il ne recherchait pas des extras. Et donc, il y a un an de ça, il a commencé en tant qu'extra. Aujourd'hui, il est en CDI là-bas et il y travaille toujours. Donc mon père était là pour superviser tout ça et c'était merveilleux, quoi. C'est vraiment une belle nouvelle. Aujourd'hui, la dernière bonne nouvelle, c'est que nous avons enfin clôturé les inscriptions de Manigo. Nous sommes 28. Ce matin, j'avais encore personne, il me manque encore du moins 2 personnes pour clôturer. Et bien maintenant c'est fait. Mon père m'a envoyé ces 2 personnes, je ne sais pas ce qui s'est produit. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit qui m'a rappelé des choses et des mémoires anciennes qui pouvaient me rendre triste. Et puis ce matin j'ai fait un nettoyage avec une méditation. J'ai médité en voulant nettoyer les mémoires. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais toutes les réponses sont venues. Et on m'a envoyé de bonnes choses pour me dire, ça y est Katia, Manigo est rempli. Et alors, 28, ça fait quand même 2 fois 14, ça veut dire 7. 7 plus 7, 7. Voilà. Vous allez bientôt connaître le deuxième 7-7. Mais je vous laisse encore un petit peu de surprise parce qu'on n'est pas encore au bout de nos recherches. Voilà, donc vous connaissez un petit peu mon parcours maintenant. J'ai aussi chanté encore, j'allais dire en fin de vie, non, c'était en 2014 pour mes 50 ans. Voilà, j'avais fait une grosse fête et chez mes amis, voilà la scène, c'était la scène sur laquelle j'ai chanté avec mes musiciens préférés, des amis, hein. Voilà, il y avait tous ces petits mondes, mais ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le moment de la scène, voilà, ces moments-là où je suis en train de chanter avec Eric Rating et mon chéri à l'époque aussi, puisque j'ai beaucoup été avec des musiciens. Nous avons dansé, j'avais fait venir une prof de Zumba, étant du milieu, on s'est bien éclaté. Et voilà encore avec Eric. Voilà. Et tout ça grâce au fait de croire en soi, malgré ce que mon père a pu me dire, ouais, t'es complètement folle, t'es trop en avant, t'es trop ci, t'es trop là, on n'est jamais trop. Et voilà, la vie fait que aujourd'hui Aliaské existe. Malheureusement, mon père aurait bien aimé que je garde mon identité. Et c'est un Arménien, hein, donc Katia Bizikian, il en était très fier. Puisque c'est lui aussi qui a choisi mon prénom. Et du coup, il vient. C'est un hommage à lui. Je lui fête son anniversaire. À tous ceux qui me guident, à tous ceux qui sont là. Et voilà,
c'était juste une petite vidéo qui dure combien de temps? 20 et quelques. Ben voilà, c'est pas grave. C'était pour vous dire que mon ego était rempli et que je suis émue parce que je suis mon père présent. Je vous embrasse très fort. Et merci papa, je t'aime. Bientôt. Ah, petite dernière. Demain, je vous présenterai la suite, puisque nous sommes en pleine lune en Sagittaire, bizarrement, dans le tirage des Gémeaux, ça parle de mort. Aujourd'hui, je vous parle de quelqu'un qui est mort, mais surtout de transformation. Nous serons un jour 13, non, je dis n'importe quoi, pardon. Nous serons un jour 15 universel, 15 en rapport avec l'ego. Bon, peut-être aujourd'hui, j'en parle un peu, je parle de qui est Lieske et grâce à mon père qui m'a mise au monde avec ma mère. Et demain, donc, nous parlerons du nœud sud aussi en Sagittaire et cette pleine lune en Sagittaire qui nous amène à revoir la transformation de notre ego. Mais je vous en parle demain. Je vous embrasse très fort.